l'équivalent de la CFA. Bon. Donc, j'avais ces responsabilités et donc, je communiquais. Maman était à Edmonton. Alors, bon, notre famille, maman était à Edmonton, la famille était à Calgary et moi, j'étais à Regina avec mon mari. Donc, on communiquait beaucoup par téléphone, par courriel et par visite à peu près aux 6 semaines. Je constatais évidemment des changements dans l'hygiène personnelle, dans les lavages, dans tout ça. Je voyais aussi qu'il y avait des changements dans son comportement à elle aussi, autant qu'il y en avait des changements au centre de santé Saint-Thomas. C'est pendant cette période-là que le centre de santé Saint-Thomas a beaucoup changé. Alors ici, on voit maman avec son amie, je ne me rappelle plus son nom, mais en tout cas, bon, ça va revenir. Et là, c'est avec notre famille, avec mes enfants et mon mari. Donc, dans les années où elle vivait avec nous et chez nous. Donc, maman vivait des changements et le centre de santé Saint-Thomas vivait aussi de gros changements. Un des premiers changements, donc je l'ai dit, c'était l'hygiène personnelle. Le deuxième changement, c'était la gestion de ses finances. Plusieurs décisions financières devenaient vraiment problématiques. Il fallait aussi qu'elle fournisse certains documents, que ce soit au gouvernement provincial, fédéral ou au gouvernement français. Tous ces déplacements devenaient complexes, tout devenait compliqué. En repassant à travers tous ces signes, évidemment, tout était là, mais quand on les voit arriver tranquillement, on ne sait pas que c'est des signes. On pense que donc elle vieillit un peu, elle a besoin de plus de support, aujourd'hui elle n'est pas de bonne humeur, enfin, etc. Donc, quand les signes commencent, ce n'est pas tout à fait aussi clair. Après ça, évidemment. Donc, les signes graduels de son autonomie sont arrivés tranquillement. Son médecin traitant, qui était à Edmonton, l'a suivi, mais on a commencé à voir qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas vraiment. Donc, il y a eu une évaluation par des infirmières. On a mis tout ça ensemble. On a analysé la situation. Finalement, on a atterri devant une psychiatre qui parlait un peu français à Edmonton et qui a diagnostiqué la démence à corps de Lévy. Elle m'a dit Louise, body dementia. Moi, je ne savais pas du tout c'était quoi. J'ai pris des notes rapidement. J'avais mal écrit, évidemment, parce que c'était la première fois que j'entendais ce mot-là. Ça, c'était en 2015 ou 2016. 15. Quand je trouve la fin. Oups! Quelqu'un qui fait des travaux chez vous? Donc, ceux qui ont été les premiers signes, à part les signes d'hygiène et les signes pour la finance, les signes d'anxiété et les hallucinations visuelles sont arrivés, mais alors à plein tube. Ça, c'est des œuvres de maman, évidemment, qu'elle signait mis, bien sûr. Donc, elle a eu énormément d'hallucinations. Elle ne voulait plus quitter son appartement parce qu'il y avait soi-disant des gens, elle les voyait, des gens qui venaient dans son appartement. À un moment donné, elle me dit « J'ai 15 personnes dans ma salle de bain. » Et les gens venaient soi-disant pendant ses repas, pendant la nuit. Alors, elle dormait avec un bâton de baseball à côté de son lit, à se lever la nuit. Elle ouvrait la porte et elle marchait dans les couloirs avec son bâton de baseball. Ça commençait à devenir évidemment assez problématique. Évidemment, il y a toujours quelqu'un qui venait dans son frigo et qui venait dans son congélateur. Elle avait une obsession avec son frigo et son congélateur. Donc, devant tout ça, évidemment, et avec son approbation, j'ai fait installer une caméra pour surveiller pendant ses absences. Je lui disais, tu peux aller à la salle à manger, maman prend tes repas. Moi, je vais surveiller pendant que tu n'es pas là. Et je surveillais aussi ses présences aussi pour voir comment ça se passait et comment, quand elle me disait qu'il y avait quelqu'un ou quand tout d'un coup je l'entendais réagir, parce que c'est assez obsessif ces caméras, j'avais les signaux qui venaient tout de suite sur mon téléphone dès qu'il y avait du mouvement. Alors moi je suis devenue presque aussi obsédée qu'elle. Les caméras, je ne recommande pas nécessairement ça, et je ne veux plus en mettre. Mais
c'était à ce moment-là, ça m'a permis de voir entre qu'est-ce qui arrivait vraiment et qu'est-ce qu'elle me racontait et qu'est-ce que donc elle vivait. Donc, progressivement, tout est devenu plus compliqué. La prise de médicaments, évidemment, même si c'était dans des bulles préparées par la pharmacie. Il y avait des visites d'infirmières à domicile pour les médicaments, les douches, etc. Mais tout devenait compliqué. Elle réagissait à tout. Elle devenait méfiante. Elle m'appelait très, très, très souvent, jusqu'à 17, 20 fois par jour. J'avais des appels de maman, de la direction qui disaient « elle a encore fait ci, elle a encore fait ça ». J'avais des appels de la police, pas la GRC quand même, mais la police d'Edmonton qui venait faire des investigations puisqu'elle disait qu'il y avait des gens dans son appartement qui avaient pris son argent, son porte-monnaie, son sac et ses culottes. Donc, tout est devenu... Elle tirait la sonnette d'alarme et c'est comme ça d'ailleurs que finalement... elle a été hospitalisée à la Villa Caritas sur les recommandations expresses de la direction de Saint-Thomas. Je vous épargne les détails de ce déchirement qu'a été son hospitalisation à la Villa Caritas. Mais elle a été prise en main au moins là et on a commencé pour faire un traitement. Donc, il n'y a pas vraiment de traitement pour traiter la maladie à corps de Lévy, mais il y a au moins des traitements pour traiter une partie des hallucinations, de l'anxiété et de la dépression, des traitements qu'on ne pouvait lui donner que si elle était sous surveillance médicale, donc à l'hôpital, donc elle pouvait faire ça. Très rapidement, les médecins nous ont fait comprendre qu'elle ne reviendrait pas dans son appartement, même après son hospitalisation. Et donc, on a vidé son appartement de Saint-Thomas en septembre 2017. Nous, on était évidemment toujours aveuglés par l'amour et surtout l'espoir. Maman restera à la Villa Caritas, donc qui est un hôpital, jusqu'au 18 mai 2017. Et évidemment, j'ai fait de nombreux voyages entre Regina, Calgary et Edmonton pour aller la voir, pour aller prendre soin d'elle et pour essayer de désamorcer ces crises d'angoisse. Voilà donc les certificats de maman. Jusqu'à ce que j'aménage maman à Sainte-Thérèse, à Calgary, où elle est depuis ce temps-là. Donc, les défis de cette situation de proche aidant pour sa mère. Très rapidement, évidemment, je me suis aperçue que ce soit à Edmonton, à la Villa Caritas ou à Sainte-Thérèse, qui était encore pire, très rapidement, le problème majeur, c'était évidemment, en plus de sa maladie, c'était la langue. La langue qui était parlée par différents accents, par tout le personnel et les préposés, et par elle. Les problèmes de communication ont accentué les problèmes d'anxiété. Le médecin qui l'a prise en charge à Sainte-Thérèse n'a pas toujours bien lu son dossier, où il y a eu des ratés dans la passation du dossier. Mais donc, il m'a avoué très candidement, récemment d'ailleurs, qu'il ne savait absolument pas, il ne savait absolument rien sur la maladie à corps de Lévy et que donc il ne savait pas comment la traiter, alors qu'il a essayé depuis 4 ans à lui donner toutes sortes de drogues. Mais donc, tous ces problèmes ont accentué évidemment son anxiété. Moi, à ce moment-là, j'étais encore à Regina, j'avais de plus en plus de lourdes responsabilités. On m'avait diagnostiqué avec un cancer. Donc, tout s'empilait. Donc, on a décidé de redéménager à Calgary. On a vendu 2 maisons, on a acheté une bigénérationnelle. Il n'y en a pas eu de facile dans tout ce temps-là. Depuis début mai 2019, donc, la situation de maman, nous sommes déménagés à Calgary, la situation de maman s'est dégradée progressivement. Elle était en déambulateur, puis après ça, elle est en fauteuil roulant, puis elle passe maintenant, évidemment, la majorité de son temps au lit. On avait avant ça quelques conversations, après ça, il y a eu des phrases. Maintenant, je suis contente quand il y a quelques mots. Les problèmes de communication, évidemment, ont créé beaucoup d'anxiété, de la frustration et de l'agressivité, en plus de sa maladie qui est aussi
créé cette frustration de ne pas pouvoir communiquer qu'est-ce qu'elle voulait. La prise de toutes sortes de médicaments qui ont provoqué toutes sortes de problèmes aussi. De tâtonnement en tâtonnement pour les médicaments et la nourriture. Elle était entre autres intolérante au lactose, puis j'arrivais même pas à faire comprendre ça aux employés, de ne pas lui donner du lait dès que j'avais le dos tourné. Alors, évidemment, la COVID n'a rien arrangé. Les frustrations du côté du personnel, je peux vous dire que les frustrations étaient majeures parce qu'il fallait qu'ils portent des masques, des protections devant le visage. L'isolement des gens en résidence, on a passé des mois à faire des FaceTime avec maman. L'isolement a créé plus d'anxiété. En tout cas, bon, là, depuis 2 ans, la situation ne s'est pas arrangée. On va se dire ça. Mes défis à moi devant cette situation en tant que proche aidante, parce que les défis de maman, je peux les évaluer, mais je ne peux pas vous les dire comme elle vous les dirait parce qu'elle ne peut plus les communiquer. Mes défis, évidemment, sont des frustrations devant d'abord le manque de sensibilité et de bienveillance et même des fois de compétence de la part du personnel. Moi, ce que je ressens, c'est ça. Des frustrations envers un système, le changement de personnel, son care manager a changé, je ne sais plus combien de fois, j'ai plus assez de doigts à la main pour les compter. Je ne sais jamais à qui m'adresser, pour qui, pourquoi. J'envoie des notes, je communique avec tous les gens que je peux communiquer, les gens, comme dit, qui sont responsables. Évidemment, les gens perdent toutes sortes d'affaires. Récemment, ils viennent de perdre son dentier, entre autres. Je suis en train de lui refaire faire un dentier. Les coûts, les protections pour ses petits besoins, etc. L'impuissance à changer quoi que ce soit, malgré des discussions, des notes, des rencontres, des ateliers, des lectures et tout ça. Il semble que personne ne soit responsable de rien. Alors, à part la frustration, l'impuissance, je ressens beaucoup de culpabilité de laisser maman dans cette institution-là. Et au-delà de tout ça, il y a évidemment l'angoisse qu'on partage, évidemment, que je partage avec mon conjoint et mes filles. On se demande qu'est-ce qui nous attend, nous. Qu'est-ce qui nous attend, nous, dans cette situation-là? Est-ce qu'on va devant la même chose? Comment l'éviter? Puis on se pose la question très, très clairement, est-ce que l'aide médicale à mourir est la seule issue dans tout ça? Et si oui, comment on peut faire ça? En passant, maman ne m'a jamais parlé de l'aide médicale à mourir, donc je n'envisage pas du tout ça, OK, pour elle, du tout, du tout, du tout. Je ne veux pas finir avec quelque chose de négatif, mais là, je finis avec mon arrière-petit-fils. Alors évidemment, ça, c'est un bonheur. Maman voulait l'avoir, cette 5e génération. Elle l'a vu. Là, voilà sa 5e génération. Maman avec notre petit Arthur. Mes sourires du jour, c'est les beaux mots de maman. Elle a encore des mots qui dit « Ah, elle est encore là ». Je les partage avec mes filles, avec mon mari. On dit « Ah oui, elle est encore là, maman. OK, là. » Elle nous dit ces choses. Des fois, elle dit « Merci. Merci d'être là. » Elle me dit « Merci. » Elle fait des petits progrès. Elle boit toute seule. Elle finit son ensure. Elle mange des cerises. Elle mange du mandarine. Il nous reste des bisous. Il nous reste l'amour. Même si elle me prend toujours pour sa sœur. OK, merci. Merci beaucoup. Oui. Merci Françoise. Alors, tu me permets, je vais présenter la prochaine panéliste, qui est Madame Natalia Théoret, qui est coach certifiée en programmation neurolinguistique et elle est formatrice. Depuis 2009, en tant que coach, elle a accompagné des centaines de femmes en individuel ou en atelier de groupe. Elle enseigne la gestion du stress en entreprise et elle a développé des outils concrets pour gérer le stress. En période de pandémie, ces outils n'ont jamais été aussi importants, utiles et en demande. À vous, Madame Théoret. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Pour commencer, j'aimerais savoir, pour celles et ceux qui ont leur caméra ouverte, et celles peut-être et ceux qui veulent ouvrir leur caméra, je voudrais savoir, parmi vous,
Qui est proche aidant? Juste me faire un petit signe comme ça. Levez la main. Je vois des mains, là. Il y en a plusieurs. Hein? Là, je regarde la première. Je vois OWN. Je vois Victorine, je crois. J'en vois Yvonne. Et alors, il y a des proches aidants parmi nous. Parfait. C'est ce que je voulais voir. Alors, on a 10 minutes ensemble. Je vais donc m'adresser aux proches aidants. Et pour ceux et celles qui ne sont pas proches aidants, bien, ça va être tout aussi bon pour vous parce qu'on va prendre 10 minutes pour réduire le stress et prendre plus de temps pour se ressourcer. Alors, si on est proche aidant, ça va nous aider. Et si on n'est pas proche aidant, bien, ça va nous aider pour être une meilleure, peut-être maman, amoureuse, personne au travail, puis on va se sentir mieux. Alors, moi, j'ai 52 ans. J'ai une grande fille qui a 20 ans aujourd'hui et j'ai été proche aidante aussi avec quelques personnes dans le passé. Donc, ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, je l'ai utilisé quand j'étais maman de ma fille qui était petite et aussi en tant que proche aidante. Alors, la première chose, on voit... est-ce que tu partages l'écran, Maxime? Oui. Oui, hein? Parfait. Parce que j'avais mis les gens en groupe, donc je ne voyais pas. Alors, on voit une sphère au centre où c'est écrit « Ici, maintenant ». Au-dessus, on a « Futur » et en bas, on a « Passé ». Alors, ce que vous allez faire, pour un instant, vous allez fermer vos yeux et vous allez imaginer que vous avez les deux pieds bien dans le présent. Alors, le présent, on est le 17 février 2022. Vous avez les pieds, bien sûr, dans le présent et vous allez ramener votre mental, votre tête dans le présent, à la même place que vos pieds. Prenez un petit instant pour vraiment être dans le présent. Et là, je vois des beaux sourires. Hein? Je vois Gisèle qui a un beau sourire. Je vois les gens. Hein? Dans le présent, on est toujours bien. Alors, prenez un instant pour simplement vous aligner la tête et les pieds à la même place. Et je vais vous donner un petit truc. Vous allez imaginer qu'autour de vos pieds, il y a du sable chaud. Il y a des vagues. Il y a la mer. Et si vous aimez mieux la rivière froide, vous allez imaginer vos pieds dans une rivière froide. Mais en fait, vous allez imaginer vos pieds dans un endroit que vous aimez et votre tête à la même place que vos pieds. Maintenant, vous allez ouvrir les yeux et ce que je veux vous faire remarquer, c'est que quand on est stressé, bien souvent, c'est que, vous savez ce qui se passe? On n'a plus la tête à la même place que les pieds. En fait, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent le livre « Le pouvoir du moment présent », mais Eckhart Tolle, un jour, avait demandé à l'auteur Richard Moss, qui est américain, d'après toi, quand on n'est pas dans le présent, on est où? Et Richard Moss avait dit, bien, on peut être à différents endroits, mais aujourd'hui, je vous en partage deux. Quand on n'est pas dans le présent, quand on est stressé, c'est souvent que notre mental est parti dans le futur. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le futur? On se fait des scénarios. On s'imagine des choses, on a peur, on s'inquiète. Est-ce que ça vous arrive des fois? Juste me faire un petit... est-ce que ça vous arrive? Je vois des sourires. Ça vous arrive parfois hein, de vous inquiéter, de vous faire des scénarios. Fait que prenez un petit instant pour voir qu'est-ce qui vous angoisse, qu'est-ce qui vous stresse par rapport au futur. Prenez un petit instant. Vous pouvez l'écrire. Je vois qu'il y en a qui ont des papiers crayons. Ou sinon, faites juste dire qu'est-ce qui me stresse dans le futur proche ou dans le futur lointain. Alors, qu'est-ce qui me stresse? Peut-être que c'est par rapport à moi, peut-être que c'est par rapport à mon aidé. Hein? Peut-être que je prends soin de quelqu'un et je me mets à me faire des scénarios. Et quand il va arriver ça, quand il va se passer ça. Alors, on les écrit. On les écrit, on les écrit. Et là, vous pourrez continuer l'exercice par la suite dans les prochains jours. Et là, ce que vous allez faire, c'est un exercice vraiment intéressant. Vous allez imaginer
que vous revenez dans le présent, les deux pieds dans le sable, dans la mer, dans la rivière. Et en étant dans le présent, vous allez vous demander qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette situation dans le futur? Est-ce que je peux faire quelque chose? Premièrement, est-ce que je peux faire quelque chose? Alors, s'il est 3 heures du matin puis vous êtes dans votre lit, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est dormir. Mais s'il est 3 heures de l'après-midi, peut-être vous allez dire, je vais aller faire des recherches, je vais m'informer, je vais demander au médecin, je vais lire, je vais préparer quelque chose pour ma mère qui est malade. Je vais aller faire une formation Montessori pour me former, pour mieux comprendre comment communiquer avec une personne qui a l'Alzheimer. Donc, on est dans le mode solution. Je cherche une solution. Mais il se peut qu'il n'y ait pas de solution. Actuellement, il se peut que vous ne puissiez rien faire. À ce moment-là, ce que vous allez faire, moi j'aime bien l'expression, vous allez lâcher prise, mais moi je la raconte en disant, vous allez lâcher le riz. Vous allez vous demander pourquoi elle dit ça, lâcher le riz. Est-ce que vous saviez qu'en Afrique, c'est une histoire vraie, là, en Afrique, pour attraper des petits singes, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des petites cages et dans la cage, on met une noix de coco dans laquelle on met des grains de riz. Bien, imaginez-vous que les singes, ils rentrent leurs pattes dans la petite noix de coco et dans la petite cage, ils agrippent les grains de riz et là, quand ils viennent pour sortir leur patte est restée prise dans la cage. Et là, ils vont crier, hurler et les chasseurs viennent les attraper. Et là, on a envie de leur dire « Mais lâche le riz, tu vas sauver ta peau, lâche le riz. » Mais c'est ça, lâcher prise. Ça veut dire que ça se peut qu'on soit inquiet par rapport à quelque chose dans le futur et que ce qu'il faut faire, c'est simplement lâcher le riz, lâcher prise. Ça se peut qu'on ne puisse rien faire et qu'on dise « Bien, je fais simplement revenir dans le présent. Je suis inquiète parce que ma mère qui fait de l'Alzheimer, j'ai peur que la maladie dégénère, j'ai peur. » Oui, je reviens dans le présent et je m'accueille et je prends soin de moi et je lâche le riz. Peut-être que demain, je serai dans un mode solution, mais aujourd'hui, je ne vois pas de solution et je prends soin de moi. OK? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça va? OK. Maintenant, le passé. C'est la même chose. Vous allez prendre un petit instant, vous allez penser au passé. Est-ce qu'il y a des choses non réglées? Des choses des fois qu'on rumine, on repense. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? J'ai fait ça, j'ai pas été correct, j'ai pas bien réglé telle affaire. Alors, par rapport au passé, on peut faire la même chose. On peut dire, OK, j'en prends bonne note, ça s'est pas bien passé, j'ai eu un petit conflit avec telle personne. On prend ça en note et là, on revient dans le présent. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce qui s'est passé dans le passé et qui me stresse? Ça se peut que je dise, bien, sais-tu quoi? Je vais prendre le téléphone, je vais appeler cette personne-là, je vais régler ça. Ou ça se peut que je dise, mais je ne peux rien faire. Il n'y en a pas de solution. Je ne peux rien faire. Alors, je vais lâcher le riz. J'ai vu dans le chat qu'il y a quelqu'un qui dit comment on fait pour lâcher le riz, c'est ça? C'est ça? Comment on lâche le riz? Bien, comment on lâche le riz? Ça veut dire qu'on laisse aller. On dit, bien, j'en ai pas de solution. On laisse tout simplement aller. On laisse faire. On laisse tomber. On dit, OK, aujourd'hui, je ne suis pas en mode solution, je laisse tomber et on revient dans le présent. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend soin de soi. On s'accueille dans ça. OK? Maintenant, on va aller à la diapo après. Alors, quand on est dans le présent, tantôt, je vous ai dit, on a les deux pieds dans le sable, dans l'eau, dans la mer. Je vais vous faire une petite démonstration. OK, je sors mes accessoires. Alors, on va imaginer que ça, c'est vous. Chaque matin, vous vous levez et ça vous représente, le verre. OK? Et l'énergie que vous avez, c'est de l'eau. OK? Donc, quand vous vous levez le matin,
vous êtes rempli d'énergie si vous avez bien dormi. L'affaire, c'est que la journée passe et, je vais juste me remettre pour voir les gens, la journée passe et qu'est-ce qui arrive? Hein? On prend de l'énergie. On fait de l'activité, on s'occupe d'un aidé, on prend soin de nos enfants, notre mari, notre travail. Donc, notre niveau d'énergie baisse. OK? Là, à la fin de la journée, là, vous voyez, là, il ne reste plus beaucoup d'eau. Puis là, des fois, à la fin de la journée, là, c'est comme ça. Hein? Fait que qu'est-ce qui arrive, vous pensez, quand on est comme ça? Il arrive ça. Les gens, ils viennent, puis ils vous prennent le petit peu d'énergie qui vous reste. Il n'y en a plus. Vous n'avez plus de jus. Est-ce que ça vous arrive? Je vois que Gisèle, elle rit. Hein? Quand on est proche aidant, on donne. Les gens, là, il n'y a plus d'eau. Le monde, ah ouais, ils rentrent la paille, ils viennent chercher de l'énergie. Puis là, à un moment donné, on se dit, j'en peux plus, j'ai plus d'énergie. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Je vais demander, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Se ressourcer. Se ressourcer. Je ne sais pas qui a répondu ça, mais je ne vois pas. Ça doit être sur la deuxième page. Oui, se ressourcer. Et se ressourcer, des fois, c'est abstrait. Alors, l'image que je vous donne, ça s'écrit la fondation. On va vous envoyer, Céline va vous envoyer les feuilles. Si vous pouvez, vous l'imprimez, vous la mettez sur votre frigo. Si vous ne pouvez pas l'imprimer sur une feuille, vous écrivez la fondation et vous allez écrire sur la ligne votre nom, votre prénom et votre nom de famille. Alors, admettons, il y aura la fondation Laurent Godbout, il y aura la fondation Gisèle Roux, la fondation Suzanne Thibodeau, la fondation Germaine Daigle. Alors, il va y avoir une fondation pour chaque personne, la fondation Céline Bossé et la fondation Françoise Sigour-Cloutier. Et vous écrivez votre nom pour vous rappeler que quand vous sentez votre niveau d'énergie qui baisse, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous ressourcer, vous allez vous donner de l'énergie. OK? Et qu'est-ce qui va arriver? Là, je ne le ferai pas parce que j'ai oublié de me prendre une petite secousse. Mais qu'est-ce qui va arriver si votre verre est plein, là, puis vous en mettez encore? Qu'est-ce qui va arriver? Ça va déborder. Ça va déborder. Exact. Et ça va déborder sur qui? Sur les gens que vous aimez, sur votre aidé, sur votre mari, votre femme, vos enfants, vos collègues de travail. Alors, souvent, on est dans une philosophie de « Oh, je ne peux pas prendre soin de moi », on se sent coupable de prendre soin de soi. Mais l'idée, c'est plus vous allez prendre soin de vous, mais plus vous allez pouvoir déborder d'énergie pour votre aidé. Et j'aime bien l'image, quand on est dans l'avion, on met notre masque à nous avant de le mettre à notre enfant, mais c'est la même chose. C'est plus vous allez prendre de l'énergie, du temps pour vous, plus ça va déborder sur les autres. Alors, quand on va vous envoyer les feuilles, vous l'imprimez ou vous écrivez la fondation. Et ce que je trouve bien sympathique, c'est que vous pouvez dire à quelqu'un vous demande « Ah, est-ce que tu peux demain venir m'aider? » Et là, vous pouvez dire « Ah, ben non, parce que ce soir, je travaille pour la fondation Gisèle Roux et la fondation Gabriella. » Alors, vous dites aux gens que vous mettez du temps sur vous et vous travaillez sur votre fondation, sans culpabilité. Là, il me reste combien de temps? Est-ce que j'ai débordé mon temps? Il reste encore 2-3 minutes. 2-3 minutes? Ah, ben c'est bon. OK. Alors, là, ça, je ne ferai pas la lecture, mais c'est des petites feuilles que Céline va vous envoyer. C'est un petit aide-mémoire parce que souvent, on dit « Ah oui, il faut prendre soin de soi, mais c'est très abstrait. Comment on fait pour prendre soin de soi? Alors, je vous ai fait 2 feuilles résumées que vous pouvez aussi imprimer, garder dans votre chambre. On vous dire pourquoi. Alors, le rituel du soir et le rituel du matin. Pourquoi on commence par le soir? Parce que souvent, comment on va se coucher va déterminer comment on va se lever le lendemain matin. Alors, moi, j'aime bien prendre les feuilles, je les laisse dans un petit truc en plastique, recto verso, et je les ai dans ma chambre. Alors, le soir, avant d'arriver pour se coucher, on va organiser notre vie.
Ensuite, on va prendre un petit instant pour se déposer. Selon vos croyances, ça peut être une prière, une méditation, un moment de tête à tête avec vous-même. Si vous vous occupez de quelqu'un, vous n'avez pas beaucoup de temps, 5 minutes. Je vous demande de prendre 5 minutes seul avec vous-même. Vous déposez. Ensuite, vous allez passer en revue votre journée. Il s'est passé ça, j'ai rencontré telle personne, il s'est passé ça, j'ai vu ça, j'ai fait ça. Et vous allez avoir de la gratitude. Ah, ça, c'est le fun. Ah, ça, je suis contente, ça a bien été. Et pourquoi c'est important la gratitude? Parce que avant de vous coucher, vous allez avoir ça en tête, toutes ces petites victoires. Puis comme racontait Françoise, il y a encore des beaux moments avec sa mère, avec le petit Arthur, si je ne m'abuse. Alors, des petits sourires, des petits moments. Alors, on va prendre le plein de ça pour se coucher avec ça en tête. Et ensuite, on va imaginer la journée du lendemain. On va se coucher en disant « Hey, demain, je vais faire ça, j'ai une belle journée devant moi. » Et si c'est des défis, on va dire « Hey, j'ai hâte de voir comment je vais relever ce défi-là. » Alors, en se couchant comme ça, on a pris un temps seul avec soi-même, on a passé notre journée et on voit la journée du lendemain. Alors, on boucle la boucle. Et là, Maxime, tu peux mettre l'autre page? Parfait. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Bien, on se relève le lendemain matin. Mais toute la nuit, on était dans la gratitude. On a été relax, zen. Et on a commencé à imaginer notre journée du lendemain. Bien, c'est très fascinant parce qu'on se lève le lendemain et notre cerveau, c'est déjà ce qu'on a à faire. C'est déjà ce qui nous attend. Donc, on se réveille et on est énergisé. Alors, moi, j'aime bien écrire les pages du matin. C'est peut-être un outil que vous connaissez. Alors, je laisse toujours un cahier à côté de mon lit et j'écris. Ensuite, j'aime bien piger une carte. Alors, par exemple, là, dernièrement, je pige le tarot de la sorcière moderne. Et ces cartes-là me font beaucoup sourire. Alors, je pige une carte tous les matins. Ensuite, je médite et je respire. Tout à l'heure, on va voir, on va vous envoyer un petit exercice de respiration que vous pourrez faire facilement chez vous. Ensuite, j'ai fait 3 affirmations. Tout ce qui suit, je suis, c'est ce que j'invite dans ma vie. Alors, je suis en gratitude, je suis en forme, je suis reconnaissante, je suis, des fois, je me dis, je suis pas mal pas pire pour une fille de 52 ans. Je suis, je me donne des compliments. Je suis fière de moi. Je suis heureuse d'avoir rencontré toutes ces belles personnes hier. Demain matin, je vais dire ça. Toutes ces belles personnes de l'Alberta. Je suis bien curieuse d'aller un jour en Alberta, peut-être cet été, vous rencontrer. Alors, voyez-vous, je me dis des choses comme ça. Et j'en dis 3 à voix haute. Et ça, toute le reste de la journée, on peut en dire des « je suis ». Et finalement, je visualise ma journée. Je l'avais faite hier. Je la visualise. Et moi, mon secret, là, c'est que ma grand-mère, elle disait, il faut bénir les gens. Mais je reprends son expression. Je vois les gens que je vais voir aujourd'hui et je leur envoie de la lumière. Je leur envoie de l'amour. Je les bénis. Et comme ça, quand je les rencontre, on dirait que j'ai déjà fait le lien avec eux, puis ça m'aide dans ma journée. Alors, la prochaine feuille, on va vous l'envoyer. On n'aura pas le temps de la faire aujourd'hui, à moins que je prendrai le temps, mais je pense qu'on en déborde. On n'aura pas le temps. Mais dans le fond, toutes les indications sont écrites. C'est une respiration que vous pouvez faire facilement. Puis, vous allez voir, vous pouvez prendre 2 minutes juste pour respirer. Puis, vous allez voir, on inspire par le nez, on expire par le nez. Puis, vous allez voir que ça va changer complètement votre journée. Voilà. Et je vous ai garoché ça, Et mon Dieu. 10 minutes, ça passe vite. Oui. Merci. Alors, merci beaucoup, Nathalie. C'était vraiment... Je voulais passer un message à Nathalie, s'il vous plaît. J'aimerais ça qu'on ait une suite avec toi. Ah oui, hein? Pas dans un an, là, dans la semaine prochaine, n'importe quand. OK. C'est noté, Benoît. C'est noté. Merci, Monsieur Frison? Frison, c'est ça. Frison. Bien, merci, Monsieur Frison. Merci, Benoît. Avec plaisir. Alors, nous allons passer maintenant à notre 3e panéliste, Madame Gabriela Rutariu,
Alors, elle est directrice d'une résidence pour aînés en soins intermédiaires et elle est au Québec, mais elle s'occupe d'une résidence anglophone dans la majorité francophone, alors à l'opposé de nous. Le titre de sa présentation, La vie dans une résidence pour personnes âgées. À toi, Gabrielle. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous. Évidemment, très émue aussi, vous partager un petit peu de notre quotidien. Et j'espère vous mettre un petit peu de lumière en vous montrant nos résidents et en vous montrant ce qu'on fait presque quotidiennement. Je pourrais vous dire que ce qui nous caractérise en premier lieu, nous, c'est la joie de vivre. Alors, on a vraiment observé pendant les deux premières présentations, on a parlé de démence, on a parlé des types de démence. Certainement, on est confronté avec pendant notre quotidien, mais ça ne nous empêche pas du tout d'être heureux. Alors, je vais vous donner des petites images évidemment, nous n'avons pas le temps, mais j'aimerais tellement savoir comment vous imaginez la vie dans une maison pour personnes âgées, pour aînés. Je serais très, très curieuse et de voir notre réalité. Qu'est-ce que ça représente? Alors, pour vous mettre dans l'atmosphère, je vais vous présenter un petit peu le premier aperçu. Maxime, est-ce que l'écran est bien visible? Oui. Bon, et on part. Alors, comme vous voyez, c'est plein de joie. C'est dans un moment où on ne pouvait pas avoir des invités à l'intérieur à cause de la COVID. On a eu 2 années de cauchemar. Mais on essaie de rendre le bonheur, de retourner le bonheur dans nos vies. Aperçu de notre résidence, ça a l'air de ça. C'est à Lennoxville, à Sherbrooke. En effet, on vit, au contraire de vous, la frustration de ne pas avoir soit des soins en anglais, soit du personnel qui parfois est moins habile en anglais. La plus grande frustration, c'est que les documents gouvernementaux nous arrivent uniquement en français et nous sommes en majorité, à 90 à 95% anglophones. Alors, notre résidence a été construite en 1994. Dans l'image de notre résidence, vous avez 2 collègues qui sont là depuis l'ouverture, ça veut dire depuis 29 ans, 27, 28. Ça va faire 29 probablement cette année. Alors, une très, très, très grande rétention des employés. Et on essaie de partager le bonheur avec les résidents. Nous sommes en résidence pour personnes autonomes et semi-autonomes, mais je vous dirais que après la COVID, la démence montre ses mauvaises figures un peu partout. Nous sommes plus ou moins 120 résidents et nous avons des familles où nous avons des personnes seules aussi. Notre vie présentement,
notre vie qu'on essaie de modifier, c'est qu'on perd énormément de nos amis. Notre réalité, c'est que de départ, en CHSLD, en soins de longue durée, dû aux pertes cognitives, sont impressionnantes. Et qu'est-ce qui m'a mené à tout ça? C'est l'isolement, la solitude, le manque d'activité sociale ou le manque d'activité physique. On avait discuté dans la présentation de Céline au début, quels sont les facteurs protecteurs contre la maladie d'Alzheimer. Un des facteurs protecteurs, un des plus importants, c'est l'activité physique. Alors, on a dû arrêter toutes nos activités. On les a repris maintenant. Puis, je vais vous montrer un petit peu, encore une fois, qu'est-ce que ça a l'air comme vie chez nous. Dans un mot, on vit beaucoup de détresse de voir nos gens partir, mais en même temps, on essaye de ramener la joie et de ramener la joie de vivre. Je vous présente ici un de nos résidents. Nous avons 3 centenaires. Docteur S, je ne vais pas le nommer tout entier, a célébré ses 100 ans au mois d'août. Et nous avons un vétéran de guerre qui aura 102 ans au mois de mai et une autre résidente qui aura à son tour 102 ans en juillet cette année. Alors, je vais vous présenter aussi comment nos résidents essayent de remplir leur journée. Ici, nous sommes à la Saint-Valentin, le 14 février, avec cet énorme sourire après tant d'isolement. Tellement heureux d'être ensemble, de se retrouver. Pendant une de nos activités favorites, avec le petit chien communautaire, alors, c'est juste quelques mots pour la Fédération des aînés albertains, de comment vous vivez votre vie au manoir Saint-Francis. Alors, je te commence ça. Je suis manoir Saint-Francis depuis quasi 5 ans. Ça a toujours bien été. On est bien accueillis. Les filles, que ce soit les salles à manger ou ailleurs dans la bâtisse, s'occupent de tout. Ouais. Le service est là. On perd quelque chose, elles s'occupent de nous aider à le retrouver tout de suite. Ouais. Et c'est sur toute la ligne, c'est comme ça. L'endroit est bien, reposant, beaucoup d'activités, des cours très intéressants que je suis actuellement sur le vieillissement qui nous sont offerts. Alors, je pense bien qu'une personne ou deux, moi je suis en couple, peut s'organiser pour que la vie soit encore belle, pour qu'il y ait encore une belle vie après. Et je suis heureuse de saluer tous les gens d'Alberta qui parlent français. Vous allez me recevoir. She heard it all. Yeah.
que nous avons parlé plus tôt de la maladie, de la démence avec le corps de Lewis. Et j'ai entendu Françoise dire que c'est souvent très difficile de voir le personnel qui est parfois incompétent, qui va. C'est extrêmement difficile pour le personnel. Je vous donne la perspective du directeur. C'est extrêmement difficile pour eux de comprendre. Nous avons au moins 2 cas de démence avec le corps de Lewis. Et ce qui est le plus troublant pour le personnel, ce sont les hallucinations. En premier lieu, ils ne se rendent pas compte, alors ils ne savent pas quoi faire et ils sont complètement démunis ou perdus devant ces hallucinations. Mais sur un ton beaucoup plus optimiste, nous sommes en train de récupérer nos vies. Nous sommes en train de nous retrouver. Comme vous voyez, il y a des activités qui sont menées beaucoup dans notre établissement. Et je répète ma question avant de finir ma présentation. Est-ce que vous imaginez la vie dans une résidence pour aînés? Comment elle vous est présentée ce soir, la vie au Manoir Saint-Francis? Je vous remercie beaucoup et au plaisir de vous avoir connu. Merci Gabriela. Et sachez Gabriela que certains de nos aînés nous regardent depuis des résidences, notamment pour personnes âgées autonomes et tout ça. Donc voilà. Merci beaucoup. Oui, Gabriela, je vais souligner ta participation. Merci beaucoup. Passons maintenant à notre quatrième et dernière panéliste, Madame Michèle Galland-Richard, institutrice coach personnel agréée. Alors, Madame Richard a gradué en 1992 avec l'Université de Moncton en éducation. Sa carrière d'enseignante a duré 25 ans. En 2010, elle a vécu un sérieux burn-out et c'est au cours des 5 dernières années qu'elle a centré ses énergies dans les domaines de la thérapie holistique et est devenue thérapeute agréée en réflexologie, praticienne et éducatrice en santé émotionnelle. Alors, sa présentation porte le titre « Parlons santé émotionnelle au service de votre bien-être, question de pouvoir offrir le meilleur de vous-même ». La parole. Bonjour tout le monde. Je vais juste mettre dans le chat mon information, mais c'est pour plus tard. Si vous voulez le sauver, c'est à vous de choisir. Mais j'aimerais juste partager quelque chose que j'ai entendu ce soir. Un gros merci à tout le monde qui a organisé cette session, puis tous les participants. Il y avait au-delà de 50 personnes tout à l'heure. C'est un beau nombre. Ça fait une des premières choses que j'ai entendues, c'est comment interagir avec des gens qui ont des comportements réactifs. Peut-être de l'anxiété, de l'irritabilité, de la résistance. C'est une bonne question. Une autre chose que j'ai entendue, c'est comment se soutenir en tant que proche aidant et comment soutenir nos proches. Donc, les gens avec lesquels je travaille ou avec lesquels j'offre mon temps. Une autre chose que j'ai entendue, c'est comment lâcher le riz. Merci Natalia, c'était super bien. Super belle approche, super belle chose à offrir aujourd'hui. Et puis vraiment, c'est lorsque mon énergie se vide, puis comment souvent que ça nous arrive, qu'on soit proche aidant ou non, comment souvent que ça arrive, assez souvent. Puis finalement, j'ai entendu comment ramener la joie de vivre. Ah, quand j'ai entendu ça, c'était comme, ah oui, exactement, la joie de vivre. La joie de vivre comme j'ai expériencé lorsque j'étais enfant, puis j'embarquais sur ma bicyclette, puis je me sentais libre, etc.
La joie de vivre, de rire, lorsque la musique est montée, c'est une de mes chansons favorites. Souvent, je vais aller dehors, spécialement l'été. Je pogne mon mari, puis je lui dis, viens, on va danser. Ça fait juste sur le gazon, peu importe qui est autour, dans les alentours, on veut juste danser. Ça fait, oui, pour moi, j'ai enseigné. L'enseignement, c'est quelque chose qu'on offre. Les gens écoutent, les élèves écoutent. Parfois, ils n'écoutent pas, mais la majorité du temps, ils écoutent. Et puis ensuite, ils redonnent ce qu'ils ont appris. Dans la santé émotionnelle, c'est différent. Oui, je suis instructrice, mais vraiment, c'est plutôt formatrice. J'offre des ateliers, j'offre du coaching. C'est soit des groupes spécifiques, peut-être des femmes, peut-être des proches aidants ou autres. Puis vraiment, l'idée, c'est apprendre à mieux m'écouter et écouter les autres. Ça fait, comment est-ce que je m'écoute? C'est comme une drôle de chose, s'écouter. Mais un des exemples pourrait être, par exemple, Eliane a mentionné comment on lâche le riz ou bien prendre une pause. Donc, la question, c'est qu'est-ce que ça représente pour toi, Eliane, de prendre une pause? Puis d'aller en profondeur avec ça. Aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Ou bien, si j'ai de l'angoisse, prendre le temps de m'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire de l'angoisse? Parce que si on se fait pour demander aux gens ici, j'ai l'impression que la réponse serait peut-être un peu différente pour chacune d'entre nous, chaque personne d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire de l'angoisse pour toi, Lucille? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Eliane? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Joanne, ou Madeleine, ou Céline? Ou... Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et ensuite, d'aller chercher ta réponse. Parce que c'est toi qui peux t'offrir de la paix, en fin de compte. Comment ramener la joie de vivre? C'est moi qui vais me ramener la joie de vivre. Les gens autour de moi peuvent me dire, « Hey, commence à rire. Hey, commence à faire ceci ou à faire ça. » Ça ne fait pas de différence s'ils me disent ces choses-là. C'est moi qui va pouvoir m'offrir cette joie de vivre. Comment est-ce que je vais m'y prendre afin de reprendre ma joie de vivre? Je suis proche aidant ou aidante. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps. C'est vraiment comme, je sais que ça a été long déjà, ça fait 1h30 minutes qu'on est ici. Mais si je suis capable de m'offrir la puissance de l'écoute, puis ça, c'est le premier outil dans la santé émotionnelle. Ça a été créé par un monsieur qui s'appelle Warren Redman. Il était psychothérapeute pendant au-delà de 30 ans. Il a fait son début chez lui en Angleterre, mais il a fait son deuxième début à Calgary, qui était dans les 90. Il a commencé ce qui était appelé The Center for Inner Balancing. Il y a même une des collègues qui est ici avec nous, Jocelyne Wander. Elle est aussi formée comme coach en santé émotionnelle. Donc, cette approche-là est vraiment, il y a 9 outils qui sont offerts, qu'on peut apprendre à s'offrir l'outil ou même à l'offrir à quelqu'un qui est avec nous. Ça peut même être un enfant, un parent, un collègue. Ça peut être appliqué dans toutes les situations de vie. Premièrement, je me l'offre, ensuite, je l'offre aux autres. Donc, je voulais juste vous partager un petit quelque chose. Puis, je pense que s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez aller sur ma Facebook, mon eFit for Life. Envoyez-moi un courriel ou même un coup de téléphone. Ça me ferait plaisir de parler avec vous puis de vous soutenir. Puis, vous avez reçu des belles informations ce soir. Un gros merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée. Chez nous, ici, il est 10h33. Merci. Est quand même un peu tard. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous. Il est tard maintenant pour vous. Merci infiniment. Et
Et voilà, comme je vous le dis aussi, tous les intervenants et tous les participants, vous recevrez évidemment un courriel à la suite de ce panel avec toutes les informations de chaque participant. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je relayerai ces questions à nos intervenants que je remercie tous les quatre. Natalia, Michel, Gabriela, Françoise, merci beaucoup à vous quatre. Céline, je pense qu'on va juste peut-être donner la parole aux aînés. Si certains de vous ont des questions peut-être à adresser à certains de nos intervenants ou des questions à poser en général, n'hésitez pas. Ouvrez vos micros et posez votre question. Allez-y. Il y a Eliane qui avait posé une question, mais qui me l'a posée à moi, mais c'était pour Gabriela. Allez-y. Alors, elle demandait, ouais. est-ce que tu veux la poser, Eliane? En fait, il y avait plusieurs questions. Je voulais un peu fixer l'offre de service, là, parce que c'est difficile de comprendre. Moi, j'ai vécu dans un condo spécial à Québec où une partie de l'immeuble était des propriétaires de condos, l'autre partie était pour des personnes en perte d'autonomie complète et l'autre partie était pour des personnes qui étaient autonomes et qui se dirigeaient vers la perte d'autonomie. Mais ces endroits-là étaient, je pense que quand j'ai connu l'endroit, ce qui était agréable, c'est que les gens qui étaient en condo avaient priorité pour au moment où ils avaient besoin de soins différents pour s'ils devenaient moins autonomes. Mais ces endroits-là étaient des endroits ils avaient une grande chambre avec une cuisine. C'était un peu comme un loft, si on veut. Donc, il y avait une cuisine complète, petite mais complète, un salon, une salle de bain complète et tout. Et il y avait des activités, là, y compris des sorties de toutes sortes. Il y avait l'autobus 2 fois par semaine qui allait dans les centres d'achat, etc. Et je me demandais, est-ce que c'est de cet ordre-là ce que la personne représente ou est-ce que c'est autre chose que ça? Là? Est-ce que c'est... parce que j'ai vu aussi, moi, j'ai été proche aidante pour ma mère et ma belle-mère quand c'est venu le temps. Je les ai gardées à la maison pendant des années de temps. Mais ils ont aussi fréquenté les maisons lorsqu'ils sont devenus séniles ou Alzheimer. Mais une avait une grande chambre, l'autre avait une toute petite chambre. Alors, ça dépendait de l'argent qu'ils avaient. Donc, je voulais savoir un peu quel était l'ordre, parce qu'elle semble dire que c'est un endroit de vie, donc, et non pas une maison, un mouroir, si on veut, là, et non pas un endroit de soins, mais plus un endroit de vie. Alors, je me demandais, là, qu'est-ce qu'il y a comme service? De quoi ça a l'air, là, la personne qui reste là, là? Est-ce qu'elle reste dans un appartement avec des soins si elle en a besoin, ou est-ce qu'il y a une infirmière pour 5 étages? C'est pas la même chose. Alors, dans une partie, parce que je fais la différence entre deux parties de la résidence, la partie autonome, puis la partie, ce qu'on appelle semi-autonome, on la nomme la citadelle. La partie autonome, ce sont des gens qui sont complètement indépendants. C'est comme si on vivait dans un condo à nous. Mais il y a un appel d'urgence, dans le sens où si la personne a un besoin, et on a la possibilité d'intervenir tout de suite pour les urgences. Ouais. Dans la partie semi-autonome, initialement, quand je suis entrée, c'était plus des gens qui étaient en perte de mobilité, pas autant en perte d'autonomie cognitive. Ce n'est plus le cas. Nous avons des résidents qui sont extrêmement âgés. Comme je vous ai dit, j'ai 3 centenaires qui sont autonomes d'ailleurs. Les 3 sont autonomes, vivent chez eux. La partie non autonome maintenant a beaucoup d'atteintes cognitives. Les gens sont plus avec différents types de démence. Et c'est ici qu'on a des soins plus poussés, mais on a un endroit communautaire dans lequel les gens peuvent venir interagir. On a des activités, on fait de la musique de temps en temps pour les gens non autonomes. On a un aquarium et des oiseaux qu'ils peuvent regarder. Alors,
C'est un petit peu le partage, si vous voulez. Il y a des soins médicaux d'urgence, mais il n'y a pas de soins médicaux très poussés. Ce n'est pas un hôpital, ce n'est pas un soin de longue durée. C'est vraiment ce qu'on appelle une résidence pour personnes Mais dans la âgées. partie où sont les gens autonomes, est-ce qu'ils ont, admettons, je me casse une jambe, est-ce qu'ils Oui. ont les soins de changement de pansement, Non. d'insuline, ou ils n'ont rien de ça? Donc, c'est comme si on restait dans un condo. Maintenant, Et- de quoi ça a l'air? Est-ce que ça a l'air d'un appartement avec Ce sont cuisine, des salle de appartements. bain? Oui, Des appartements des complets. appartements, ce sont des 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Alors, il y a différentes, avec une cuisine complète dans chaque cas. Parce que ce qui est sur votre site, qui est, je pense, 1185 $, je présume que c'est la plus petite chambre La plus petite, avec, oui. avec un repas par jour. Non, avec 3 repas par jour. Avec 3 repas par jour. Oui. OK, La plus OK, petite OK. chambre inclut 3 repas par jour, justement parce que la cuisine, elle est très de base. Alors, on fait l'offre de service avec 3 repas. Pour les autres qui sont avec des appartements, c'est un seul repas par jour qui est inclus. OK. La seule chose que je me dis toujours quand je regarde ces maisons-là, puis je présume que c'est pour une question de sécurité, mais celle où je demeurais, moi, ils avaient tous des grands balcons. Et chez vous, il y a un balcon commun au bout, mais il n'y a pas de balcon pour chacun. Oui, il y en a. Ce ne sont La pas... photo qu'on voit. Oui, la photo, c'est un peu trompeur. Mais il y a ces balcons communs qui sont d'ailleurs très prisés parce que c'est d'un bout à l'autre du bâtiment. Alors, on peut faire comme une promenade. On sort puis on fait nos marches vraiment sur ces balcons sans être obligé de descendre en bas. Mais on a des balcons individuels aussi. Il y a des appartements qui sont avec leur petite terrasse extérieure. Et est-ce que les repas sont faits par des nutritionnistes? Oui. Okay. Oui. Parce qu'on sait que les personnes âgées sont très dénutrimentées. Je ne sais pas quel est le mot, là. C'est très facile. Elles manquent de nutriments. C'est très facile d'avoir de mauvais repas. Mais ils sont faits par des nutritionnistes. On a une collaboration, peut-être ça vous dit quelque chose parce que ça devrait être partout au Canada, une collaboration avec Gespra. Puis eux, ils nous aident avec nos menus. C'est très équilibré. Et ce sont des menus sur 5 semaines. OK. Ben, ça semble très bien. Puis, disons que... Eliane veut déménager, du coup. Non. Moi, j'ai connu exactement, je sais de toute façon de quoi ça a l'air, là, puis, oui. et vivre l'autonomie, là. Mais les endroits que j'ai connus, les coûts mensuels étaient plus entre 35 000 par année. Alors, à 1185, je me demandais qu'est-ce qui était offert parce que on n'est pas dans les mêmes... et c'est pas tout le monde qui peut s'offrir un 35 000 $ par année uniquement pour payer la pension et les repas par jour. Là, donc, c'est pas tout le monde. Puis, je connais plusieurs personnes qui sont à la veille de s'en aller dans des endroits comme ça. Donc, je vais au moins leur dire ça. Mais avec toute la publicité qu'il y a eu autour des maisons âgées pendant la pandémie, je pense que ça doit être difficile pour les maisons de retraite de remonter la pente. De remonter la pente, surtout pour nos résidents. Parce que ce qui nous a manqué, nous, notre conception est très, très, très familiale. Nous sommes une communauté très unie. Étant une communauté anglophone dans une marée francophone, nous sommes très unis entre nous. La nourriture est très spécifique aussi. C'est pas la même nourriture qu'on a dans les autres résidences du groupe. Et on est habitué de vivre ensemble. Quand on se voit, les groupes d'activités on peut avoir 30 personnes pour faire la vie active. On fait la vie active 3 fois par semaine. Alors, on peut monter 25-30 personnes pour ça.
on fait partie à l'extérieur, on est vraiment, c'est comme si on nous interdisait de voir nos proches quand on n'avait pas le droit de se rencontrer, parce que là, il y a hors de question qu'on ne se voit pas. Mais c'est comme on nous a enlevé notre deuxième famille. Alors, on a mal vécu cette période. Puis, l'aspect le plus touché, c'est la santé cognitive, la santé mentale. Nous, on a tellement témoigné de perte cognitive. Puis là, c'est comme on a soif. Comme, ce que vous voulez, ce que vous voyez, c'est vraiment ce que les résidents font tout le temps, puis il n'y a pas de journée où il n'y a pas de 4-5 activités par jour. D'accord. Merci, Gabriela. On va passer la parole à d'autres personnes. Est-ce que d'autres personnes ont des questions, notamment voilà, sur le thème de la maladie? Hermance, vous aviez allumé votre micro. Hermance, ou est-ce que quelqu'un d'autre a une question? N'hésitez pas à poser vos questions également, peut-être aux panélistes. Moi, j'avais une question pour la première personne qui doit être un médecin, je pense. Non, Céline. La première c'est du personne, réseau de santé. Ouais. Et je me demandais quelle était la différence entre la sénilité et la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer peut arriver très tôt, tandis que la sénilité arrive à un plus grand âge. Mais est-ce qu'il y a une distinction entre les deux importante dans le comportement, dans le comportement, dans les manifestations? Pour ce que j'en sais, je ne suis pas médecin, mais pour les lectures que j'ai faites, les seules choses qu'on peut savoir, c'est que tout dépend du lobe au niveau du cerveau, l'atteinte de l'endroit. Alors, tu peux être Alzheimer, mais ça, c'est comme des plaques dans le cerveau qui ne donnent pas accès à un transport des synapses rapide et adéquat. Donc, ça dépend dans quel endroit. Et puis, c'est pour ça qu'il y a différentes formes de démence puis qu'il y a différentes formes d'atteinte. Mais est-ce qu'il y a un âge pour la sénilité? C'est toujours des moyennes, puis c'est individuel d'un individu à l'autre. Et comme je vous disais, il y avait des facteurs pour améliorer et diminuer le risque. C'était d'avoir soit de la scolarité, soit de l'intérêt, soit toujours être engagé dans des activités, être le plus très vivant possible. Puis ça peut aider. Et peut-être Céline a gardé la parole pour présenter Éléonore Tremblay, peut-être. Oui, membre de la FAFA. Un instant, je voulais juste ajouter quelque chose, Céline, si vous me permettez. Je pense que c'est important de ne jamais oublier que la démence ou la sénilité, comme on appelle ça, ce n'est pas une fatalité du vieillissement. Hein? C'est pas, même si effectivement le vieillissement est un des facteurs de risque les plus importants pour, à un moment donné, de développer une démence, il y a des gens qui vont vivre jusqu'à 102 ans, 104 ans, et on ne peut pas utiliser des mots comme sénilité ou démence. Ces gens-là sont totalement fonctionnels et tout ça. Donc, je pense qu'il faut un peu faire attention à penser que il y a une catégorie d'âge où on peut commencer à dire que les gens vont souffrir de sénilité. Ça ne va pas ensemble, le vieillissement et la démence. Hein? La démence, c'est vraiment un syndrome qu'on développe, en fait, en parallèle avec beaucoup d'autres syndromes qu'on développe tout le long de notre vie. Je ne suis pas du tout médecin moi non plus, hein, mais je lis énormément là-dessus. Ça fait 3 ans qu'on met en place un programme. Je pense que Céline va vous en parler. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont des facteurs qui vont soit réduire nos risques de développer une forme de démence ou qui vont beaucoup, beaucoup retarder l'apparition. Et un des facteurs, le cerveau bilingue qu'on a presque tous actuellement, est un gros, gros facteur de protection qui retarde, c'est prouvé dans toutes les recherches que les gens qui ont un cerveau bilingue ou trilingue, s'il y a l'apparition d'une démence, si la démence apparaît, elle va apparaître beaucoup plus tard dans la vie.
parce que le facteur de protection est le cerveau bilingue. Alors, c'est un peu, je pense qu'il faut, et c'est ça qui est intéressant dans le projet qu'on fait actuellement, c'est de dire aux gens, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement atteintes de démence, d'une forme de démence ou l'autre au Canada, mais il ne faut pas associer la démence avec le vieillissement. Il ne faut pas faire cette erreur-là. Mm-hmm. Je tiens à remercier Mme Éléonore. J'aurais aimé la présenter avant, mais c'est une très, très bonne nouvelle. Elle est gestionnaire du projet agente de liaison pour le réseau de santé en Colombie-Britannique. Ils ont obtenu des fonds stratégiques pour un centre la démence, initiative et sensibilisation. Un gros projet, ça s'appelle l'abécédaire d'un cerveau en santé. Et le réseau de santé de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Yukon et avec la Colombie-Britannique, nous sommes tous ensemble. Et ce soir, je vous tenais vraiment à vous la présenter et vous présenter que ce projet-là a un financement de 681 000 $ qui a été accordé au réseau de la Colombie-Britannique qui va bénéficier toutes nos provinces. Et c'est tout en français. Et c'est des recherches, il y a un volet recherche, il y a un volet sensibilisation et on va pouvoir tous... Et en passant, je ne vais pas quitter avant de dire que le 24, la semaine prochaine, le 24 février à 11h, vous pouvez vous inscrire, je vous enverrai le lien. C'est une présentation sur le cerveau bilingue et la santé cognitive, exactement ce qu'elle vient de mentionner. Et c'est une rencontre d'1 heure et c'est des spécialistes qui viennent nous parler. On a une série de 4 activités comme ça. C'est la 2e et après ça, vous vous enregistrez et puis vous pouvez suivre ça tout le temps. Tout est en français. C'est formidable. Et après, on peut avoir les PowerPoint en ligne ou même la vidéo et on peut aller, si on n'est pas présent le jour même, réécouter. Alors, c'est formidable. On est très heureux. Merci beaucoup pour votre présence, Mme Tremblay. C'est très apprécié ce soir. Merci. Alors, voilà. Et Céline, on peut peut-être terminer avec la formation Montessori et puis on Absolument. libère tout le monde. Écoutez, la formation Montessori Alzheimer, c'est une formation pour aider les aidants naturels, les proches aidants à être outillés pour mieux aider l'autre et pour s'aider soi-même. D'accord? Alors, on démystifie un petit peu tout ce que des comportements, on va trouver des outils, on va trouver des activités en fonction d'un déficit plutôt qu'un autre. Donc, c'est formidable. Et la FAFA offre une formation tout à fait gratuite. C'est sur 3 jours. C'est 2h30 la session sur 3 jours, donc un total de 7h30 à 8h. Et puis, ça va avoir lieu au mois de mars, le 11 et le 18, et le premier jour d'avril, qui est le 1er avril. Donc, inscrivez-vous. Les 12 premiers inscrits seront disponibles. On ne peut pas prendre plus que 12 parce qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de partage. Et si c'est formidable à ce point-là, on va en refaire et en refaire. Et c'est quelque chose que moi, je m'intéresse depuis 2 ans. Et je vous dis, Gabriella, ce soir, ainsi que Natalia et moi, sommes des formatrices Montessori Alzheimer en devenir. Alors, on travaille beaucoup. Et c'est pour ça qu'on est ensemble ce soir. Et puis, vous recevrez toutes ces infos des intervenantes et les liens pour vous inscrire dans un courriel très rapidement. Merci à tous. Je vais clôturer parce qu'on a pris un peu de temps. Merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. Merci à toutes les intervenantes pour leur temps. Et je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain pour la 2e et dernière journée du petit plaisir d'apprendre. Et voilà, donc à demain matin, 10h, avec Jean-François Richer, professeur de littérature à Calgary. Donc merci à tous et à demain.